Salut! Salut Myriam! Myriam Vincent, big fan. Allô, ça va bien? Oui. Merci. Allô, ça va bien toi aussi? Ouais, ça va Ah, super moi, je suis juste bien. là. Yes. Ouais, ben, je l'ai pas tout le temps à côté de moi, là. Il faut dire que c'est pour l'entrevue, là, mais... C'est correct. Ça me ferait un petit peu peur si tu traînais tout le temps comme ça. Là. Ouais, c'est ça, il y a des limites, tu sais. Comme, ah, big fan, ah, merci. Big fan, comme, avec des gros yeux, moins merci. Écoute, ben, merci beaucoup d'accepter l'entrevue, tu sais. Je viens juste de lancer ma chaîne YouTube, fait que je suis pas comme un big média, là, donc c'est vraiment fin de ta part, là. Ah, mais ça me fait plaisir. C'est cool. Comme le sujet m'intéresse full, je trouvais ça vraiment cool. Fait que ça me fait bien plaisir. Great. Fait que dans le fond, là, c'est enregistré. Puis ce que je vais faire, c'est que Mhm. moi, je vais faire ma vidéo, puis ça va être une vidéo vraiment sur le rape and revenge, là, qui est le genre Mhm. de genre dans l'horreur en particulier, mais je vais parler aussi de, tu sais, de Kill Bill, par exemple, que tu mentionnes dans ton livre, puis Oui. de d'autres genres de médias qui sont peut-être moins horreurs, là, comme A Vigilante, là, il y a OK. eu Promising Young Women. En tout cas, Ouais, plein des Promising affaires. Young Woman, je l'ai bien trop aimé en plus. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est drôle parce Vraiment. que c'est sorti un peu en même temps que ton livre. Oui. Oui, j'ai trouvé ça très drôle aussi. J'ai vu le film peu de temps après la sortie de mon livre. Puis j'étais comme, OK, c'est comme. Il y a beaucoup d'échos quand même entre les deux. Là, fait que c'est vraiment drôle. Pourquoi tu penses que c'est sorti relativement en même temps? Ben, je pense que la vague MeToo, le mouvement MeToo, a quand même suscité une certaine inspiration là, dans ces sujets-là de vengeance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont constaté que le problème des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel envers les femmes était plus grand encore, plus étendu encore que ce qu'on pensait. Ouais. Puis je pense aussi qu'on s'est rendu compte à quel point c'était pratiquement impossible d'obtenir justice parce que tout à coup, on se rendait compte en plus qu'il y avait des gens qui faisaient ça comme en série. Là, que c'était des gens qui avaient agressé, violé, harcelé des femmes, qui avaient des plaintes qui avaient été faites par parfois des dizaines de femmes, puis que finalement, ces gens-là n'avaient eu aucune conséquence. Mm. Donc, je pense que c'est là que l'espèce de désir de catharsis en quelque part, de vengeance est arrivé parce que tu te rends compte que, aïe, aïe, OK, c'est pas juste moi, c'est pas juste mon ami, c'est pas juste des incidents isolés, c'est répandu, puis on est quand même pas capable d'obtenir justice. C'est quand même fou. Mm. Puis c'est. Là, by the way, je suis en train de te faire ton entrevue, là. Oui, non, j'ai compris, j'ai senti le ton changer, j'étais comme, je vais. Non, mais. ouais, puis c'est ça, dans le fond, qui t'a un peu inspiré, ce genre de sentiment d'injustice-là, à écrire ton livre. Ouais, clairement. Tu sais, moi, je suis rentrée à l'université, je suis rentrée au bac en littérature, puis la même année, il y a eu un mouvement de dénonciation d'harcèlement et d'agression sexuelle qui avait été fait contre les profs de littérature à l'UQAM. J'allais à l'UQAM. Ouais. Donc, je pense que ça devait être en 2014, 2013. Puis, tu sais, il y avait des filles qui avaient tagué les portes des profs qui étaient reconnus comme étant des profs qui avaient harcelé sexuellement beaucoup de femmes, qui avaient agressé, ou en tout cas qui avaient pris avantage de leur position de pouvoir Ouais. pour manipuler des femmes. Puis la réaction de beaucoup de gens, j'avais trouvé ça extrêmement décevant, extrêmement violent. C'était comme les gens disaient ah, c'est une chasse aux sorcières, il faut passer par les instances officielles, Ouais. on peut pas juste dénoncer des gens comme ça. Puis, tu sais, c'était fou parce que c'est évidemment que les filles avaient commencé par passer par les instances officielles, puis ça n'avait rien donné. Puis elles s'étaient rendues compte qu'elles étaient tu sais, que c'était des abus qui s'étalaient sur comme 20 ans. Là. C'est des profs qui étaient là depuis les années 90 puis qu'il n'y avait jamais rien qui avait changé malgré des plaintes qui s'étalaient sur plusieurs années. Donc, les instances officielles ne marchent pas. Alors, il y a des filles qui sont tellement tannées qu'elles vont faire des dénonciations publiques. Puis là, c'est comme, non, passer par les instances officielles sans même essayer, sans même avoir de réflexion de, hey, peut-être qu'il y a un ras-le-bol, peut-être que c'est parce qu'il faut changer les choses, sans même se dire, ben, peut-être qu'elles sont allées trop loin, mais il doit y avoir une raison en arrière de ça. Ça ne doit pas juste être des menteuses qui veulent de l'attention. Il n'y avait aucunement cette réflexion-là. C'était incroyable. Ça me sidérait. J'étais dans des cours, il y avait des profs qui prenaient position, qui disaient c'est ça, que c'était une chasse aux sorcières, que c'était qu'il fallait passer par des trucs officiels, que ça ne devait pas être vrai de toute façon et tout. Et donc, déjà là, j'avais réalisé à quel point. Puis ça m'avait fait prendre conscience aussi parce qu'on s'était mis à parler du fait que justement les instances officielles à l'UQAM étaient inadéquates, que ça ne fonctionnait pas. Puis dans les universités en général, il y avait un mouvement, là, je sais qu'il y avait à l'UDM des profs qui avaient été dénoncés aussi. Donc, on s'est rendu compte que les étudiantes étaient très mal protégées dans les universités.
Et ensuite, donc, en 2017, il y a eu le MeToo. Encore une fois, on se rend compte que les instances officielles ne sont pas suffisantes pour protéger les femmes. On se rend compte qu'il n'y a pas de possibilité presque d'obtenir justice quand on est victime de ces crimes-là. Puis, on se rend compte aussi que c'est extrêmement répandu. Donc là, c'est comme le deuxième mouvement qui a duré très longtemps que ça m'a fait encore plus réfléchir à tout ça. Puis à travers tout ça, je veux dire, je suis une fan de comic books depuis que je suis toute petite. Puis c'est vrai que ma personnage principale, c'est vrai, ça vient comme de moi, ce bout-là, que la figure du justicier, de la justicière, ça me fascine depuis que je suis toute petite. J'aime les dilemmes moraux que ça inclut. Donc tout ça mijotait, puis à un moment donné, en 2019 à peu près, là, je me suis mis à écrire ce livre-là. Donc j'ai comme rassemblé tout ça pour faire. Mais ça t'a pas pris de temps quand même, l'écrire puis le faire publier. Mais je sais que Non! t'es éditrice, là. Je sais pas si tu veux un peu parler de toi, là. Ah, OK. Ben oui, je suis donc éditrice chez Poète de Brousse depuis 2018 qu'on a commencé la collection prose pour laquelle je suis la directrice littéraire. Donc, c'est un travail extrêmement enrichissant que j'adore. C'est un peu un rêve, en fait, comme carrière. Là. Donc, je suis très contente de pouvoir travailler là. Et ça me permet d'avoir un rapport à la littérature qui est super intéressant. Merci! Merci pour le petit applaudissement. Puis c'est ça, tu sais, évidemment, c'est ça. Effectivement, je l'écris vite, mais je pense que je pense que j'ai écrit Fury vite parce qu'en fait, j'y réfléchissais depuis super longtemps. Je me rappelle pas exactement quand est-ce que j'ai eu l'idée. Je me rappelle que la première fois que j'ai posé crayon sur papier, commencé à écrire, c'était en septembre 2019, mais je pense que ça faisait très longtemps que j'avais réfléchi à ce personnage-là puis que je savais un peu. Donc, c'était comme si le livre était un peu écrit dans ma tête déjà. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été rapide pour l'écrire. Puis, évidemment, ben, puisque je travaille chez Poète de Brousse, je connais les éditeurs qui sont là. Puis, je les respecte énormément. J'adore leur travail. Donc, évidemment, que quand j'ai une première version du livre, c'est à eux que j'ai présenté en premier. Puis, honnêtement, je suis vraiment arrivée avec le manuscrit en disant comme, dites-moi ce que vous en pensez. Je pensais pas nécessairement que c'était prêt à être publié. Je pensais pas nécessairement. Puis finalement, ils ont vraiment trippé sur le manuscrit. Donc, je ne l'ai même pas envoyé ailleurs parce que, je veux dire, c'est ma maison. Je les connais tellement bien. Je me sens en sécurité avec eux. Je me sens entre de bonnes mains. Même si c'est moi qui dirige la collection, je veux dire, Kim Doré est une éditrice extraordinaire. Donc, je savais que j'étais en de bonnes mains avec elle. Puis en plus, on a plusieurs collaborateurs là, qui sont autour de la maison, dont Maxime Nadeau, que je savais qu'il était un fan des mêmes trucs de culture pop dont je parlais, que je savais que lui aussi avait suivi les mouvements d'énonciation de près. Donc, Kim, mon éditrice, lui a demandé s'il voulait participer avec nous à l'édition. Donc, c'est comme ça que tout s'est comme mis en branle de façon assez organique, sans que j'aie à m'auto-éditer, je tiens à le préciser. Je ne me suis pas auto-éditée, ça n'aurait pas fonctionné. C'est enregistré, ça va être sur YouTube, tu vas pouvoir dire aux gens, voilà, tu as vu? Je l'ai dit, je me suis pas auto-éditée. Et voilà. J'ai remarqué que j'ai remarqué que dans le livre, c'est vraiment fait, tu sais, les chapitres sont vraiment faits comme des volumes de bande dessinée. Donc, c'est vraiment pour rappeler ça. Oui, c'est ça. Je voulais vraiment qu'on ait la dimension comic book qui soit très, très flagrante quand même dans le livre. Entre autres parce que on s'entend que c'est quand même une fable, ce livre-là. C'est pas réaliste. Comme, je veux pas que les gens rentrent dans ces livres en se disant, OK, donc je vais avoir affaire à un livre extrêmement réaliste. Je veux dire, je connais pas le monde criminel montréalais. Il a fallu que j'invente, c'est ça, une Sagage qui réussit à s'en sortir à ce point-là, une fille normale qui devient une Sagage du jour au lendemain. On s'entend qu'il y a vraiment quelque chose du comic book là-dedans, là, de la origin story avec l'ami qui meurt, puis de tout ce qui vient après. Donc, je voulais vraiment que ça soit flagrant comme intertexte pour vraiment identifier dès le début, OK, ceci est une fable, ceci est une histoire rocambolesque, romanesque. Puis j'aime tellement les comic books, c'est comme un petit hommage, le fun, que je voulais faire. Puis ça permet aussi de faire aussi un truc méta. Méta? Pourquoi? Parce que Marilyn aime... Oui, c'est une dimension méta. Oui, parce qu'elle aime les comic books, parce que dans le livre, elle va finir par commencer à faire une BD avec Zoé, bon, qui finalement ne portera pas là-dessus, mais donc d'avoir la forme de la BD dans le roman, quand on s'est parlé de faire une BD, je trouvais ça, c'était un petit peu méta, j'aimais ça. Cool. Il y a aussi la description que tu fais de l'agression sexuelle, parce que dans le fond, dans le livre, il y a l'ami de... Tu sais, pourquoi est-ce que Marilyn, qui est le nom du personnage principal,
devient un peu une justicière puis décide de prendre cette justice-là entre ses mains, c'est parce que sa meilleure amie a été agressée sexuellement, puis elle s'est enlevée la vie. Mhm. Puis cette agression sexuelle-là, elle est racontée par bribes quand même. Donc, Mhm. t'as décidé de pas faire la scène d'un coup. Est-ce que tu as réfléchi? Ouais. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Oui, oui, ben, il y a deux raisons principales. La première, c'est parce que je voulais pas qu'on puisse oublier cette agression sexuelle-là. Il y a un truc qui arrive avec les survivants où est-ce que, tu sais, des fois, elles vont dénoncer des mois ou des années plus tard, puis on va leur dire, ben voyons, comment ça que tu passes pas à autre chose? Comment ça que tu n'es pas capable de juste move on? Mais c'est pas comme ça que le trauma fonctionne. C'est pas comme ça qu'une expérience fonctionne. Quand on vit une expérience traumatique, elle va rester avec nous, elle va rester dans notre quotidien. Et donc, je voulais pas qu'on puisse juste oublier l'agression de Julie. Je vais pas la mettre au début, puis qu'ensuite on passe à autre chose, puis qu'ensuite on est ailleurs. Je voulais qu'elle sous-tende le récit pour avoir une espèce d'effet de justement, ça revient toujours, cette douleur-là revient toujours. Elle se développe à travers le récit. Donc, d'une part, c'était ça. C'était pour faire cette espèce d'effet de trauma qui revient. Et aussi parce que je voulais j'ai beaucoup réfléchi à à quel point j'allais décrire la scène, à quel point j'allais aller dans le graphique. Je voulais pas aller dans l'espèce de porno d'horreur, là, de porno de douleur, là, où est-ce que tout est très décrit, puis tout est dégueu, puis que je voulais pas aller là-dedans. Mais je voulais pas non plus prendre ça à la légère. Je voulais pas passer à côté parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui parlent d'agression sexuelle et de viol, puis qui sont comme, bah, tu sais, pas c'est un mauvais moment à passer, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas à quel point c'est atroce, à quel point, quand tu le vis, ça te change, ça te traumatise. Et donc, je voulais quand même y aller dans une description. Je voulais montrer aussi à quel point il n'y a pas d'issue à un moment donné, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les filles qui sont agressées sexuellement auraient pu s'en sortir, que comme elles ont juste été très naïves ou qu'elles se sont pas assez battues. Donc, je voulais, pour bien représenter le viol sans y aller à la légère, j'avais l'impression qu'il fallait que je le décrive. Mais le décrire en une seule scène, je trouvais ça trop horrible à la lecture. Je trouvais ça nous plongeait trop là-dedans. C'était pas là où je voulais aller dans les émotions que ça suscitait au lecteur. Donc, quand même, de le fragmenter, ça permettait aussi de le lire, j'ai l'impression, sans tomber dans l'horreur autant, sans non plus prendre ça à la légère. C'était comme une Mhm. espèce d'équilibre que j'ai trouvé entre les deux. Puis aussi, à noter que c'est de la personne. C'est comme si c'était Julie, donc l'amie, la personne qui a vécu l'agression, qui raconte. Oui, ouais, absolument. C'est elle qui raconte Mhm. à Marilyn, on imagine, quelques jours après que ça se soit passé, ou même le lendemain. Donc, ça serait en fait la première fois qu'elle raconterait son agression à quelqu'un à Marilyn, donc sa meilleure amie. Mm. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que, puis je vais en parler, j'en parle pendant la vidéo, comme si. Mais je trouve ça intéressant parce que souvent dans les médias qui vont montrer, ben, qui vont décrire des scènes d'agression sexuelle. Moi, je parle Mhm. beaucoup de cinéma dans ma vidéo, mais on a, quand on montre l'agression, c'est souvent avec un point de vue un peu extérieur, puis j'ai Ouais. l'impression que ça fait un peu voyeur, tu sais. Mhm. C'est comme si l'agression sexuelle, c'est la même chose que n'importe quelle autre violence, Ouais. Ouais, ouais, ouais. mais que celle-là, c'est la particularité qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de violence qui est vécue, tu sais, à Mhm. l'intérieur, puis qui est pas nécessairement visible. Je sais pas. Ouais. Ouais, non, effectivement, c'est quelque chose que la littérature permet, puis c'est effectivement quelque chose. C'est pour ça aussi que c'est Julie qui raconte son expérience, c'est Mhm. pas un narrateur omniscient qui regarde ce qui se passe. Parce que justement, c'est là-dedans que je trouvais important d'aller dans ce qu'elle a ressenti, dans ce qu'elle a pensé à ces moments-là, dans ce que ça lui a fait à elle comme humain. Donc, ouais, c'est quelque chose que la littérature permet très bien de faire. Donc, Ouais. évidemment que je voulais aller là. C'est plus difficile en film, je veux dire, avec la perspective de la caméra toujours, Ouais. d'avoir cette perspective plus intérieure-là. Mais justement, j'ai aimé que Promising Young Woman, on ne voit pas l'agression jamais, qu'elle ne soit pas montrée. Ouais. C'est une des choses du film que j'ai aimé justement parce que ça empêche d'avoir cette vision-là extérieure un peu voyeur du viol. Mhm.
Est-ce que tu penses qu'il y a une... Ben, la réponse, c'est oui, c'est sûr. Mais tu sais, est-ce que tu peux me OK. parler un peu de la différence, d'après toi, entre quand c'est un artiste femme Hmm. ou un artiste homme? Puis là, je sais que c'est très binaire, là, mais comme qu'est-ce que je dis, mais Ouais. c'est quoi la différence entre, mettons, un homme Tu- cisgenre qui va parler d'agression sexuelle commise sur une femme, puis une femme qui va parler de cette même agression sexuelle-là? OK, donc s'ils parlent des agressions, pas s'ils ont agressé. Non, non, non. Qui parlent, genre, Ouais, OK. S'ils qui parlent montrent d'une ça dans leur agression. art, là, ouais. Dans Ouais, leur ouais, ouais, ouais. création. Ah, OK, 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 ouais, je comprends. Je pensais juste, on a tellement vu, tu sais, avec Marie-Pierre Morin, puis tout, il y a tellement eu de prises de parole publiques que je pensais que c'était juste sur Facebook, les petits. Non, non, Ouais, non. c'est ça, on va. Oui, je pense qu'il y a une différence. Je pense que les hommes peuvent en parler puis que ce soit intéressant. Mhm. Je pense que les femmes qui en parlent se font plus challenger. Je pense que les OK. femmes, en tout cas, dans mon expérience, moi, mettons, il y a eu du monde qui sont venus me challenger là-dessus. Des hommes qui étaient comme moi, j'ai été faussement accusée, les féministes ruinent des vies, des trucs comme ça, là, parce que j'avais écrit ce livre-là. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que il y a ce truc bizarre-là qui est dans n'importe quel enjeu social, quand c'est le groupe de victimes principales qui parle, donc, bon, la plupart des victimes d'agression sexuelle sont des femmes, donc je suis une femme, j'en parle, ça va être moins bien reçu que si c'est quelqu'un d'un autre groupe. Hmm. Donc, si un homme en parle, là, il va être accueilli comme un héros, il va être beaucoup moins challengé, ça va être comme plus facile. C'est la même chose avec les questions raciales en ce moment, de racisme, j'ai l'impression, là, que des personnes blanches qui sont contre le N-word, disons, j'ai l'impression qu'elles sont accueillies comme des héros, ou qu'au moins, tu sais, leur parole est quand même légitimisée. Tandis qu'il y a Mhm. beaucoup de personnes racisées qui vont en parler, qui vont se faire, qui vont se faire dire que c'est parce qu'ils n'aiment pas assez le Québec ou que c'est parce qu'ils ne viennent pas d'ici. Donc, il y a cette question de la réception de l'œuvre, je pense, qui est différente. Là, ta connexion, elle lâche un petit peu. Est-ce que tu... Ah, D'agression sexuelle. Est-ce que je suis revenue? OK. Là, je pense que t'es revenu. OK, attends, je vais essayer de fermer mes autres fenêtres Internet. C'est correct. Désolée. OK. Mais je pense toutefois que c'est très possible, autant pour des hommes que des femmes artistes, de parler d'agression sexuelle. Je pense Ouais. même que c'est souhaitable, en fait, à un moment donné. Les femmes, ça fait très longtemps qu'on en parle, puis qu'on prend cet enjeu-là sur nos épaules, puis qu'on essaie de faire de la sensibilisation. Je pense qu'on a besoin d'un coup de main des hommes. Il y en a déjà qui le font, mais il en faudrait plus. Il faudrait qu'il y ait plus d'hommes qui se positionnent Hmm. de façon très claire contre ça, du côté des femmes. On en parle de plus en plus, mais le fait de caller out tes amis dans la chambre de hockey quand ils font des calls d'harcèlement sexuel, c'est important aussi. Ça part un peu de là. Donc, Ouais. je pense vraiment que autant les hommes que les femmes peuvent en parler, mais c'est sûr que les hommes doivent s'assurer de l'invitation, il faut s'assurer d'avoir une recherche, d'avoir un traitement du sujet qui est sensible, qui est recherché, qui ne reste pas justement dans le voyeurisme ou dans le spectaculaire ou dans le Mhm. j'en parle parce que c'est à la mode, de s'assurer d'avoir quelque chose qui soit approfondi. Ouais. Great. Merci. Euh, Est-ce que tu as... Ben, j'imagine que tu as suivi un peu le phénomène dit son nom, qui est une suite Oui, logique de MeToo. ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'est arrivé en même temps que la sortie de ton livre, là. Ouais, ouais, puis c'est un peu spécial parce que, tu sais, j'étais en train de terminer le livre quand le mouvement dit son nom a commencé dans le domaine artistique Ouais. et ça touche entre autres le domaine littéraire. Et donc, et ça m'a vraiment replongé. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était une période très difficile parce qu'à chaque jour, cet été, à un moment donné, il dit son nom. À chaque jour, il y avait des gens qui sortaient. Il y avait des profs d'uni, il y avait des profs de cégep, il y avait des artistes, il y avait des gens du milieu littéraire. Ça éclatait de partout et c'était à chaque jour. Puis, tu sais, moi, j'en étais à mettre les dernières corrections sur mon roman, tu sais, avec les trucs d'édition. Puis,
en fait, j'avais envie d'en écrire un autre parce que j'étais comme, mon Dieu, on est encore à la même place. C'est tellement décourageant qu'on ait déjà eu tellement de mouvements importants, agressions non dénoncées, MeToo. Puis là, on est des années plus tard, on est 3 ans plus tard après MeToo, puis ça n'a pas changé, ça a continué. Moi, j'ai vécu un gros épisode de découragement puis d'écœurement par rapport à tout ça. Parce que c'est ça a certainement ravivé la flamme de ma frustration par rapport à ces enjeux. Mais ouais, ça a été certainement une expérience très spéciale d'écrire en même temps. Puis, en général, ce mouvement-là, ce que j'en pense, c'est que tu penses que ces filles-là sont allées trop loin ou non. Évidemment, il n'y a personne qui pense que les réseaux sociaux, OK, c'est le tribunal idéal. OK? Il n'y a personne qui se dit la meilleure façon de régler une question d'agression sexuelle, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Fait que commençons par là. Il faut réaliser que si les victimes vont par ces canaux-là, c'est parce qu'il n'y en a aucun autre qui leur est ouvert. C'est un écœurant-titre, c'est un roll-ball. Souvent, c'est des gens qui ont essayé de passer par d'autres moyens, qui n'ont pas réussi à obtenir justice, qui n'ont pas été écoutés, même des fois qui ont été accueillis avec violence quand ils ont essayé de témoigner, par exemple, aux forces de l'ordre, quand elles ont essayé de poursuivre. Donc, c'était presque sûr que ça allait arriver à un moment donné que les dénonciations allaient sortir comme ça dans le public, parce que il est impossible d'avoir justice par les voies officielles, à un moment donné, on ne peut pas demander à toutes ces victimes-là de juste se taire pour toujours et d'accepter qu'elles vont toutes ne jamais obtenir justice pour un acte criminel qu'elles ont vécu qui est tellement grave, qui a tellement ruiné leur vie. Et il faudrait qu'elle fasse juste laisser aller ça, qu'elle se dise, on peut rien faire, c'est tout. C'est normal que ces gens-là essaient d'obtenir justice. Qu'on trouve que c'est la bonne façon ou non, il faut au moins être capable de réaliser ça. Que si ça se passe comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres moyens en ce moment pour les victimes. Et donc, il faut imaginer d'autres moyens. Il faut que ce mouvement-là aille ailleurs parce que s'il y a quelque chose qu'on devrait apprendre des mouvements qui ont précédé, c'est que de seulement nommer des individus, même si tous ces individus-là sont cancellés, donc même si tous ces individus-là arrêtent d'avoir des emplois, sortent de la sphère publique, d'autres individus vont venir les remplacer et avoir les mêmes comportements qu'eux. C'est plus une question d'individu quand c'est un phénomène répandu à ce point-là, quand il y a autant d'abus de pouvoir, quand il y a autant de situations d'agression, de harcèlement dans les milieux artistiques de travail. Il faut qu'il y ait des changements plus profonds qui aient lieu. Puis j'ai l'impression que dit son nom, c'était ça aussi. C'était des gens qui disaient « Regardez toutes ces victimes, regardez tout ce qui nous est arrivé. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait des changements profonds de société pour qu'on continue à avancer parce que ça n'a pas de bon sens. » Donc, je pense que c'est ça qui est important, c'est que la réflexion ne s'arrête pas aux dénonciations, aux individus qui ont été dénoncés, mais qu'on prenne ça et qu'on aille plus loin pour, d'une part, oui, essayer de réformer le système de justice, puis ça, c'est quand même enclenché au Québec, c'est une bonne nouvelle, pour que les victimes soient mieux accueillies, pour qu'elles soient mieux accompagnées, pour qu'elles aient plus de chances d'arriver à obtenir justice et à être protégées par leur agresseur aussi, de leur agresseur aussi, mais d'autre part, pour qu'il y ait des changements profonds dans la façon dont on voit les relations hommes-femmes, dont on voit les relations sexuelles en général, les relations de pouvoir, pour qu'il y ait plus de respect, qu'il y ait plus de consentement, que le consentement éclairé soit une notion qui soit plus acceptée dans la société, et surtout qu'on arrête d'être complice de comportements de gens qui sont nos collègues, nos amis, nos boss, je sais pas, nos profs, qu'on arrête de voir des choses qui ne nous arrivent pas à nous et de se taire parce qu'ils ne nous arrivent pas justement à nous. Si un de tes chums de gars pogne le cul d'une fille dans un bar, tu peux pas juste rester assis là et te dire c'est pas moi qui a touché une fille sans son consentement, fait que je suis correct. Non, il faut à un moment donné que tu te lèves puis que tu expliques à ton ami que ça se fait pas, que tu le confrontes. Même chose pour les gags sexistes, c'est bien rare, j'ai l'impression, qu'un agresseur va commencer avec un viol. Il va y avoir des propos, il va y avoir une escalade de violence, puis si on montre que c'est pas correct, que le corps des femmes n'est pas la propriété des hommes, que c'est pas parce que tu es dans une position de pouvoir que tu peux manipuler une femme pour qu'elle fasse ce que tu veux. J'ai l'impression que si on arrête de disons,
si on confronte les gens, si on leur montre qu'on n'est pas d'accord avec ces comportements-là, avec ces façons de faire-là, avec ces visions du monde-là, avec ces paroles-là, j'ai l'impression qu'on peut couper la violence à la source un peu plus, puis arrêter un peu de cette escalade de violence. T'sais. C'est sûr qu'on ne pourrait jamais. Il y a plein de gens qui sont comme ah, ben là, il va toujours en avoir des viols. Oui, mais peut-être pas 20% des femmes qui en vivent un dans leur vie. C'est peut-être un petit peu élevé. On peut probablement faire quelque chose pour que ce nombre-là baisse. Est-ce que tu peux nous dire si tu es en train d'écrire un autre livre? Où est-ce qu'on peut trouver ton livre Furie aussi? Ouais, ben Fury est encore disponible dans toutes les librairies, pas mal, du Québec. Si jamais il l'a plus à votre succursale, c'est sûr que leslibraires.ca, vous pouvez le commander ou la librairie va le commander pour vous, puis ça va rien vous coûter. Donc, c'est sûr que j'encourage toujours les librairies indépendantes en premier. Il est aussi disponible chez Renaud-Bré et Archambault, mais les librairies indépendantes, c'est des petits commerces, vous aider à faire vivre des gens qui sont vraiment des passionnés de la littérature et qui sont donc des petits propriétaires, des petits entrepreneurs. Donc, c'est toujours intéressant pour la vitalité d'un quartier ou d'une ville d'avoir une librairie indépendante. Donc, si on peut les encourager, c'est toujours le fun. Je vais en mettre quelques-unes dans la description. Je vais en mettre dans la description de la vidéo. Let's go! Le Guélion. Le Guélion, oui, tellement. Mon Dieu, oui. Il y en a tellement, on est tellement chanceux. En plus, au Québec, on a plein de full belles librairies. Donc, ouais. Puis, oui, j'ai d'autres projets d'écriture. On dirait que je ne vais jamais parler de mes projets d'écriture parce que je ne veux pas me jinxer. J'ai peur d'en parler puis que finalement, je fasse comment? Finalement, c'est pas intéressant. Je vais juste abandonner ce projet. C'est Donc, correct. Mais oui, j'ai d'autres projets en cours. Pas par contre de tome 2 de Fury à date. Je me le fais demander beaucoup. Là. Moi, c'était une fin ouverte. C'était ça que j'avais prévu, mais je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais bon, peut-être un jour, il y en aura un deuxième tome, mais pour l'instant, c'est pas dans les plans. OK. Fait que dans le fond, tu es en train d'écrire des... On n'a pas fini d'avoir des livres signés Myriam Vincent. On se croise les doigts, mais j'espère que non. OK. Cool. Merci beaucoup. Oh, attends. Okay. Merci beaucoup. C'est comme le focus. OK. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir accepté mon entrevue. C'était vraiment très pertinent et intéressant. Puis je te souhaite plein de succès avec tes prochains livres. J'ai hâte de les lire. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bye!